La prossima relazione la tiene la professoressa Hélène Ruiz-Fabry. Hélène Ruiz-Fabry est professeure de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle est professeure de droit international public, de droit international économique, de droit de l'OMC, contentieux international, droit de la Convention européenne des droits de l'homme, droit constitutionnel européen, droit comparé. Elle enseigne tous. Elle est directrice de l'école des droits de la Sorbonne, Université Paris 1. Elle est aussi directrice de l'UMR. Et UMR, c'est un des ministres de recherche de droit comparé de Paris. Elle était présidente de la Société européenne de droit international et aussi elle est autrice d'une, je crois, une centaine d'ouvrages, plus ou moins, une centaine d'ouvrages sous plusieurs aspects du droit international. Et seulement dans les 2009, ils sont sortis quand même 4 livres. Alors, Hélène Ruiz-Fabry et Gradoni, où est un élève, un jeune chercheur italien, sur la circulation des concepts en droit international de l'environnement, entre mondialisation et fragmentation, que vous connaissez, et puis redéfinir le constitutionnalisme à l'ère de la mondialisation, ça veut dire qu'elle partage une réflexion sur la constitutionnalisation, et un livre sur la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, premier bilan et défis juridiques, et aussi la jurisprudence de l'OMC, The Case Law WTO 2009. Alors, la professeure Hélène Ruiz-Fabry va nous parler de la diversité culturelle en droit international du commerce, la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle 6 anni après. È un tema di grande interesse, è un altro dei link che si sono stabiliti tra il commercio e i cosiddetti non-trade concern, il valore della diversità culturale e il suo rapporto con il mondo del diritto economico internazionale. E ce ne parlerà attraverso un esame della Convenzione UNESCO, che è una convenzione estremamente interessante, anche per come stabilisce i propri rapporti con le altre convenzioni. Je vous en prie, madame. Merci. Merci beaucoup. En tout premier lieu, je voudrais dire le plaisir que j'ai à être parmi vous tous et le plaisir que j'ai à être ici à Catane. Je remercie donc les organisateurs pour leur invitation. Je voudrais ensuite vous présenter mes excuses parce que je ne suis pas capable de parler en italien alors que l'on sait que la diversité linguistique fait partie de la diversité culturelle. Et ça a été très clairement reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'elle a été amenée à appliquer la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Elle a précisément validé une politique du gouvernement espagnol qui obligeait les producteurs télé à investir une partie de leurs profits dans la production de produits dans la langue locale. Et cette politique a été validée sur le fondement notamment sur le fondement de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, en considérant que la diversité linguistique fait partie de la diversité des expressions culturelles. Et nous savons tous, je crois, en tant que juristes internationalistes, à quel point il est important de parler plusieurs langues pour comprendre les enjeux du pluralisme et pour comprendre également combien il est difficile de transporter des raisonnements juridiques d'une langue vers une autre, comment il n'est pas évident de ne parler qu'une seule langue et comment le fait finalement de ne parler qu'une seule langue peut avoir un effet réducteur des manières de penser. Les enjeux sont donc assez forts sur ce sujet de la diversité culturelle en relation avec le commerce. Alors ce que je voudrais essayer de mettre en valeur dans mon propos, ce sont les ambiguïtés, ce sont les ambivalences qu'il y a dès que l'on aborde ces questions. Très souvent, et l'expression a été employée, on parle de non-trade concerns, mais si l'on réfléchit bien, ces concerns ne sont pas non-trade.
S'ils étaient purement non-trade, ce serait facile. Mais la plupart du temps, ils ont également des dimensions économiques. Le problème, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre, d'une part, la recherche de profit qui va logiquement avec un système d'orientation capitaliste et qui est supporté par les règles purement économiques, et d'autres enjeux qui sont également économiques, mais qui sont sous-tendus par d'autres valeurs que celles d'une recherche de profit. Et ce sont des problématiques que l'on va trouver dans le champ de la santé, dans le champ de l'environnement, dans le champ de la culture. Alors je vais en parler dans le champ de la culture et essayer précisément d'illustrer toutes ces ambivalences et ces ambiguïtés et la difficulté finalement qu'il y a de trouver un équilibre dès lors qu'on est sur un terrain où s'expriment des valeurs. Et c'est ainsi que je relierai mon sujet, notamment à la problématique des droits de l'homme. Alors, historiquement, le débat s'est posé lorsqu'on a réfléchi sur la problématique d'une exception culturelle en mettant en place l'Organisation mondiale du commerce. Je ne vais pas raconter longuement l'histoire. On sait très bien que les défenseurs de l'exception culturelle avaient surtout en tête leurs propres intérêts économiques. Leurs propres intérêts économiques qui étaient la défense d'un secteur, notamment la défense du secteur audiovisuel dans des pays comme la France et plus généralement dans des pays européens. Et bien sûr, au-delà de leurs intérêts économiques, il y avait des enjeux, les enjeux étant la possibilité de conserver des expressions culturelles distinctes et de ne pas être submergés finalement par les produits culturels et essentiellement les produits audiovisuels américains. Alors, si je parle tout de suite des produits audiovisuels américains, c'est parce qu'on est sur un marché où les produits américains sont totalement dominants. C'est un marché qui est complètement submergé par les produits d'origine américaine, au point que les produits audiovisuels représentent le deuxième poste d'exportation américain. Donc, on voit tout de suite que les enjeux économiques sont énormes. Et c'est parce que ces enjeux économiques étaient énormes qu'on a parlé de cette question au point où on en a parlé. Je crois que les choses doivent être claires dès le départ. Cela dit, derrière ces enjeux économiques, il y a des enjeux humains et ce sont ces enjeux humains qui précisément soulèvent la problématique des droits de l'homme. Alors ces enjeux humains, bien sûr, viennent du fait que les produits et les biens culturels et les services culturels véhiculent des valeurs. Ils véhiculent des éléments d'identité pour les sociétés, et il joue un rôle au niveau politique et démocratique dans les différentes sociétés. Et la difficulté à laquelle on se heurte est le risque d'acculturation qui peut se produire dans les différentes sociétés du fait de l'homogénéisation des produits culturels. Je vais prendre un exemple très simple auquel nous sommes, je pense, tous confrontés. À force d'avoir nos enfants qui regardent des séries télé américaines, ils finissent par penser que tous les systèmes judiciaires fonctionnent comme le système américain, ce qui n'est pas le cas. Et on observe typiquement un phénomène d'acculturation et une incompréhension par rapport au fonctionnement d'une partie importante de sa propre société. Voilà, alors je prends un exemple très basique, mais je crois qu'il est significatif des enjeux de valeur et des enjeux de représentation qui peuvent venir avec des produits culturels, puisqu'après tout, aujourd'hui, les séries télévision font aussi partie des produits culturels. Donc si on place le débat au-delà, on voit bien qu'on va très vite trouver des tensions ou des conflits entre différents intérêts et ces intérêts sont très difficiles à classer parce qu'ils présentent tous des éléments de légitimité. Et ils sont difficiles aussi à classer parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une frontière nette entre ce qui serait purement culturel et ce qui serait purement économique. Au contraire, tous les aspects s'entremêlent. Et par exemple, on va avoir un discours qui va promouvoir ce qu'on va appeler la liberté culturelle et dire qu'au nom de la liberté culturelle, il est important que toutes les personnes aient accès à un maximum de produits culturels et puissent avoir un très grand choix de produits culturels. Et j'adhère à cette vision.
Mais derrière cette vision, il y aura la prétention du free flow, de la libre circulation complète des produits et services culturels. Mais en contrepartie, si on instaure ainsi une libre circulation totale des produits et des services culturels, en réalité, on court le risque d'une homogénéisation qui va supprimer la diversité parce que le marché sera petit à petit complètement capté par ceux qui ont les moyens économiques les plus importants au service de la promotion de leurs biens et services culturels. Et il suffit de dire, par exemple, qu'aujourd'hui, pour la promotion d'un film, d'un blockbuster, 40% du budget est consacré à la promotion du film. Comment voulez-vous qu'un petit film venant d'un petit pays africain arrive à résister à la compétition de ce genre de produits culturels? C'est à peu près impossible. Donc, arriver à parler de ces questions, c'est envisager que pour tout produit ou service culturel, il y a bien sûr la question de la créativité, de la liberté d'expression de l'auteur, mais il y a les moyens de le produire qui peuvent demander des investissements dans une période où les éléments techniques peuvent jouer un rôle important. Mais il va y avoir aussi l'enjeu de la diffusion de ces produits et de la maîtrise des moyens de diffusion. Et il va y avoir aussi la question de l'accès des consommateurs. Il est évident que si vous avez un film qui est diffusé dans 10 salles de cinéma dans la même ville, ça n'est pas du tout pareil. Et si ce film est diffusé pendant 4 semaines, ça n'est pas du tout pareil que si le film est diffusé un jour seulement dans une toute petite salle parce qu'il n'a pas les moyens d'accéder à d'autres réseaux de diffusion. Les inégalités économiques sont présentes partout, dans toute la chaîne culturelle, et évidemment, elles conditionnent très fortement la problématique de la diversité culturelle dans tous ses aspects. Et je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de cette dimension économique quand on aborde le sujet. Il faut aussi avoir conscience que quand on parle de liberté culturelle, eh bien, on parle finalement d'une problématique qui va toucher aussi bien les créateurs que les consommateurs, même si parfois ce mot révolte. Mais enfin bon, quand vous allez regarder un film, on peut vous classer dans la catégorie des consommateurs de produits culturels. Et donc, je crois qu'il faut avoir conscience que le sujet est tentaculaire. Alors, pour se positionner dans un des problèmes qui va se poser, c'est de se dire que sans doute les États ont un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte que l'accès, la possibilité à la fois de produire, de diffuser, mais aussi d'accéder aux biens et aux services culturels requiert un minimum d'intervention de la part des États. En tout cas, c'est ce qu'ont pensé un certain nombre d'États dans les années 90 et c'est la raison pour laquelle ils ont cherché comment garantir les moyens d'action des États dans le domaine culturel. C'est clairement un choix politique. Vous avez des choix qui sont très différents. Certains pays qui considèrent que l'État ne doit pas se mêler de ces questions, mais d'autres lieux, notamment en Europe, où l'on considère que l'État a un rôle à jouer. Et je pense qu'on retrouve un peu l'idée qui a été évoquée précédemment de la public reason, l'idée qu'il y a peut-être une dimension d'intérêt général à défendre et qu'en l'état actuel de la société internationale, ce sont des acteurs publics tels que les États qui peuvent jouer un rôle dans ce domaine. Et l'enjeu, c'est un enjeu d'équilibre. Il ne s'agit pas de fermer les frontières et d'empêcher les biens et services culturels de circuler, bien au contraire. Il est important qu'on puisse tous avoir accès à une grande diversité de biens et de services culturels. Mais cela ne doit pas se faire au détriment des expressions culturelles minoritaires ou qui ne disposent pas des moyens économiques les plus importants. Alors, quand on a réfléchi sur l'élaboration de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, l'enjeu, c'était clairement la protection des politiques culturelles des États. La difficulté de cette démarche, c'est bien sûr qu'en l'état actuel des choses, tous les pays n'ont pas de telles politiques. Il y a des pays qui ont des politiques culturelles très puissantes, mais beaucoup de pays, et notamment les pays en développement, n'ont pas de politique culturelle.
Et s'ils n'ont pas de politique culturelle, bien souvent, c'est aussi pour des raisons économiques. Les politiques culturelles requièrent des moyens et donc beaucoup de pays en développement n'ont pas vraiment d'industrie culturelle et n'ont pas non plus de politique publique culturelle très développée. Donc cette convention est à la fois faite pour défendre ces politiques, mais aussi pour faire prendre conscience à un certain nombre d'États que les politiques culturelles étaient un instrument de politique publique important et qu'il fallait peut-être protéger la capacité d'avoir de telles politiques pour l'avenir. Or, le problème qui se posait, c'est que quand on prend des engagements de libéralisation à l'Organisation mondiale du commerce, on prend des engagements qui consistent à ouvrir des marchés, mais qui consistent aussi à renoncer à l'utilisation d'un certain nombre d'instruments. Et parmi ces instruments, il y a notamment des instruments tels que les quotas ou encore les subventions. Or, en matière de politique culturelle, les quotas et les subventions jouent un rôle important. Il suffit à cet égard de citer des politiques comme la politique européenne qui prévoit ce qu'on appelle des quotas de diffusion à l'écran ou des quotas de production pour faire en sorte que l'on continue à produire des produits culturels européens en respectant la diversité linguistique et en s'assurant que ces produits seront accessibles à l'ensemble des Européens. Donc je dirais pour résumer que la vocation essentielle de cette convention était de sanctuariser les instruments de politique publique en matière culturelle. Et cette convention ne va pas beaucoup plus loin que rappeler la légitimité qu'ont les États à avoir de telles politiques culturelles, mais elle ne les y oblige pas. Alors ceci précisé, bien sûr, ça ne résout pas du tout l'ensemble de la question de la diversité culturelle en relation avec le droit économique. Et notamment, ça ne change pas la structure du marché des biens et services culturels, qui est un marché oligopolistique sur lequel on trouve de grands acteurs qui n'ont pas nécessairement une attitude favorable à la diversité culturelle. On sait très bien que les majors, par exemple, ont une approche de la diffusion des produits culturels qui est beaucoup plus économique que proprement culturelle. Et donc, on fera des choix pour promouvoir certains produits plutôt que d'autres. Donc, dans ce domaine-là, il y a certainement encore beaucoup de choses à faire pour assurer de meilleures règles de concurrence, de façon à assurer une meilleure diffusion d'une plus grande diversité de produits. De la même façon, il y a une autre question que la Convention de l'UNESCO ne traite pas, qui est la question de la propriété intellectuelle. La question de la propriété intellectuelle est en matière de culture une question extrêmement sensible, non seulement parce qu'il y a des divergences dans l'approche de la propriété intellectuelle, mais aussi parce qu'on se rend bien compte que la propriété intellectuelle est une démarche de monopolisation des droits et de monopolisation de la production. Or, la culture, à travers le temps, s'est toujours nourrie du passé et des emprunts qui étaient faits. Et donc, il y a d'une part la question de savoir comment articuler la démarche de la propriété intellectuelle avec cette démarche d'appropriation, de création qui ont été faites par d'autres à travers l'histoire. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que les droits, la démarche qui prévaut au plan international en matière de propriété intellectuelle est une approche plutôt américaine, c'est-à-dire une approche économique de la propriété intellectuelle, alors qu'en Europe, on prend en compte ce qu'on appelle le droit moral des auteurs. Au plan international, c'est une conception beaucoup plus économique qui fait que, je reviens encore aux majors, elles ont des catalogues de droits extrêmement étendus et elles revendiquent la possibilité de suivre les œuvres et d'exercer leur monopole sur les œuvres dans tous les moyens de diffusion.
Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les moyens de diffusion des produits culturels, en réalité, eh bien, on devient de moins en moins libre dans l'usage que l'on fait des produits culturels. Je vais prendre un exemple. Avant, vous achetiez un livre, vous aviez le droit d'en faire une copie. Maintenant, ce n'est pas évident d'en faire une copie privée pour le donner à quelqu'un. Si vous achetez un CD-ROM, vous n'avez pas le droit de le copier. Si vous achetez un DVD, vous n'avez pas le droit de le copier. Vous avez acheté un produit qui vous appartient, mais quand vous regardez le produit, on commence par vous annoncer pendant 5 minutes que vous ne pouvez pas sauter, que vous n'avez absolument pas le droit de le montrer à quelqu'un d'autre ou de le copier pour quelqu'un d'autre. L'usage du droit d'auteur est envahissant à un point qui n'est pas nécessairement favorable à la diffusion des œuvres, et tout ça pour des raisons économiques. Toutes ces questions-là ne sont pas réglées par la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, et on voit bien la relation avec les dimensions économiques. Alors, tout ceci précisé, je voudrais encore faire 2 remarques. La première remarque, c'est que on voit bien à quel point ces interrelations sont complexes. Alors, on a voulu adresser cette complexité en disant les biens et services culturels ne sont pas des biens et services comme les autres. Ils portent des valeurs, ils portent des symboles, donc ils sont différents des autres. Mais finalement, je crois que quand on va écouter les communications qui vont suivre, on va nous expliquer que la santé n'est pas un bien ou un service comme un autre. Donc il doit recevoir un traitement spécifique. Et puis on va nous expliquer ensuite que l'eau n'est pas un bien ou un service comme les autres parce qu'il porte certaines spécificités. Et en réalité, ce discours sur la spécificité qui existe concernant la culture montre bien qu'on tourne toujours autour du même débat. Ce débat, c'est quelles sont les valeurs que l'on choisit, quels sont les choix politiques que l'on opère quand on doit faire un équilibre entre tous les intérêts en présence. Alors il y a un discours un peu romantique, je le qualifie de romantique, mais j'y adhère, qui consistera à dire oui, mais les droits de l'homme, il faudrait mettre les droits de l'homme au premier plan, et des personnes comme le professeur Petersman ont consacré une grande partie de leur activité scientifique à chercher comment on pouvait faire. Simplement, à chaque fois, on a un trou noir, et ce trou noir, c'est la volonté politique de mettre des mécanismes juridiques qui permettent effectivement d'assurer cette place réelle des droits de l'homme dans la démarche de régulation économique. Parce que ce que nous observons tous, c'est qu'on a de très jolis discours disant il faut protéger la diversité culturelle, il faut protéger les droits de l'homme, il faut prendre en compte le droit à l'alimentation, le droit à l'eau, le droit à la santé. Mais quand on se met à réguler d'un point de vue économique, on met en place des règles qui ne permettent pas nécessairement de façon efficace de prendre en compte ces préoccupations. Et en définitive, on est à chaque fois ramené vers le verrou du choix politique pour prendre en compte ces préoccupations. Alors, évidemment, cette marge de choix politique, il est difficile de la réduire parce qu'une des difficultés, ce sont les manipulations auxquelles pourraient se prêter les États. Et puis, c'est bien sûr la question du consensus sur les valeurs. Quand on a parlé de diversité culturelle, on a trouvé ce problème. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Et une des difficultés que l'on avait, c'était de dire oui, bien sûr, on veut protéger la diversité culturelle parce qu'on voit bien tous les aspects positifs, mais il y a une face cachée dans la diversité culturelle. Et le problème, c'est qu'on le rencontre quand on développe une approche anthropologique de la culture. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on fait si un État vient expliquer que les mutilations génitales féminines sont une pratique culturelle traditionnelle qu'il faut protéger? Qu'est-ce qu'on fait? Alors cet exemple-là parle de lui-même, je crois, et nous ne pouvons pas adhérer à cette approche. Donc comment faire pour dire que l'on va protéger la diversité culturelle sans admettre des pratiques que nous considérerons, en tout cas nous, Européens, comme des pratiques contraires aux droits de l'homme? Où fixer la ligne d'équilibre? Comment arriver à définir des règles efficaces de ce point de vue-là?
Quand on a fait la convention de l'UNESCO, on a trouvé 2 solutions à cet égard. La première solution, c'était de refuser une définition anthropologique de la culture. Et la deuxième solution, c'était l'intégration d'une clause de droits de l'homme, c'est-à-dire une clause selon laquelle la Convention ne peut pas être utilisée pour défendre des pratiques qui seraient contraires aux droits de l'homme tels qu'ils sont consacrés dans les conventions relatives aux droits de l'homme. Mais on voit bien la réponse, c'est de mettre une disposition qui prévoit une articulation entre la Convention elle-même et d'autres instruments. Donc la Convention, elle était faite principalement pour articuler par rapport aux droits économiques, mais en même temps, il fallait prévoir l'articulation par rapport aux droits de l'homme. Et je crois que c'est un aspect particulièrement intéressant parce que ça montre bien la complexité. On n'est jamais dans des relations purement bilatérales entre 2 champs du droit. On est en fait dans des relations tentaculaires qui peuvent toujours dissimuler des aspects auxquels on n'avait pas nécessairement pensé, mais qui pourraient s'avérer contre-productifs. Donc tout ça, je le mets en valeur pour montrer que cela n'a aucune évidence, notamment quand les développements normatifs sont asymétriques. Alors pour terminer, je voudrais donner un dernier exemple pour montrer que même avec ces précautions, cette convention, c'est un instrument dont il est difficile de prévoir les développements. Je n'ai pas été très spécifique sur le contenu de la convention parce que je crois bien la résumer en disant que son objet principal, c'est de sécuriser les capacités d'action publique en matière culturelle. Mais où sont les limites, là encore ? Ce qui est intéressant, c'est que la Convention a été invoquée à l'OMC. Elle a été invoquée dans le cadre d'un différend à l'OMC et c'était quelque chose qu'on attendait avec, je dirais pas avec impatience, parce que les juristes n'attendent pas nécessairement les cas avec impatience, mais on attendait de voir comment les choses se passeraient. Alors, ça n'a pas été un cas la Convention n'a pas été un argument central dans ce cas, mais c'était un cas qui opposait les États-Unis à la Chine concernant des publications et des produits audiovisuels. Et les États-Unis attaquaient la Chine parce qu'elle a mis en place un système de contrôle de tous les produits, publications, DVD, CD qui rentrent sur son territoire, et c'est un contrôle du contenu. Ce contrôle du contenu, il a été mis en cause par les modalités par lesquelles il est opéré, mais soyons clairs, si on appelle les choses par leur nom, ce qui n'est jamais le cas dans le rapport de l'OMC, mais si on appelle les choses par leur nom, ce qui est en cause, c'est un système de censure. Bien, alors maintenant, quand les États-Unis mettent en cause ce système à l'OMC, la Chine dit « j'invoque les exceptions et j'invoque la moralité publique ». Et la moralité publique, c'est le cœur des sociétés, c'est là que s'expriment toutes les valeurs. Et la Chine dit, je dois regarder les contenus parce que je dois protéger la société chinoise à ses particularités et je dois protéger la population chinoise contre la violence et la pornographie. Le problème, c'est qu'est-ce que vous qualifiez de violence et de pornographie ? Le seuil de qualification peut varier d'une société à une autre. On était typiquement sur le discours de légitimité. Et c'est un discours extrêmement délicat. Et ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que le plaignant, c'était les États-Unis. Et les États-Unis avaient été le seul autre État à avoir invoqué la moralité publique dans une autre affaire précédente, qui était l'affaire des jeux et paris sur Internet. Et les États-Unis avaient invoqué la moralité publique pour défendre leur législation par laquelle ils interdisaient les jeux et paris sur Internet qui venaient d'Antigua. Et le cas était complètement ironique parce qu'il faut se rappeler que les États-Unis sont le premier marché mondial en termes de jeux, qu'ils représentent 2/3 du marché des jeux, que la structure sociale fait qu'aux États-Unis, ce sont surtout les pauvres qui jouent. Et donc, il y avait l'hypocrisie la plus pure à défendre cette interdiction devant le juge de l'OMC avec l'argument de la moralité publique. Mais une fois que les États-Unis avaient pris cette position parfaitement hypocrite de dire « non, 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 on interdit les jeux pour des raisons de moralité publique », alors que la réalité sociale américaine nous explique tout le contraire, comment vouliez-vous que les États-Unis aillent dire à la Chine « mais non, votre conception de la moralité publique est inacceptable, c'est de la censure ».
Évidemment, personne ne l'a dit. Mais je crois que le cas est particulièrement intéressant parce qu'il révèle toutes ces difficultés et toutes ces notions très floues qui parlent de valeurs, qui confrontent les sociétés à leurs différences et finalement qui, en s'appuyant sur un discours de légitimité, peuvent permettre un usage des différents instruments d'interrelation d'une façon qu'on n'aurait pas nécessairement souhaité au départ. Alors, je ne suis pas très sûre d'avoir clarifié énormément le débat, mais je suis à peu près sûre de vous avoir montré qu'il était également très complexe dans le champ que j'ai évoqué. Je ne doute pas que nous retrouverons la même complexité dans les autres domaines. Je vous remercie. Ringrazio moltissimo la professoressa per questa bellissima relazione, molto, molto ricca di spunti per le nostre riflessioni. C'è questa idea di aumentare lo spazio, l'espace politique, augmenter l'espace politique, policy space, e c'è questo problema molto grosso del clash di valori e come si pone il limite del bilanciamento. Però è interessante che questa convenzione nei confronti dei diritti dell'uomo si ponga in qualche misura in maniera subordinata, dicendo che non si può invocare nulla in questa convenzione che consenta di violare i diritti umani, ma invece rispetto ai valori cosiddetti economici dica no, siamo sullo stesso piano. Voi non siete sopra, io non sono sotto, ci dobbiamo solo coordinare. Quindi c'è una gerarchia in realtà di valori interni effettuata dalla Convenzione, sulla quale magari vale la pena di ritornare. Perché siamo al buio? Ah, scusate, siamo al buio perché adesso è il tempo di cedere la parola con molto piacere alla dottoressa Valentina Vadi. Valentina Vadi è lecturer di International Law nella Faculty of Law di Maastricht University, Department of International and European Law, ed è arrivata a Maastricht nel 2009 dall'Istituto Europeo di Firenze, ma prima passando per Siena, allieva del professor Francioni, ed è una giovane ricercatrice che purtroppo ha lasciato l'Italia, una dei nostri tanti cervelli in fuga che prima o poi speriamo di riacquisire, che si occupa da tempo e ha concentrato la sua ricerca sui diritti dell'investitore in rapporto invece al tema fondamentale del diritto anche alla pubblica salute nel settore del diritto degli investimenti. Ha pubblicato molte cose, mi piace ricordare l'articolo Trademark Protection, Public Health and International Investment Law, Strain and Paradox nel 2009 sull'European Journal, Investing in Culture, Underwater Cultural Heritage in International Investment Law, sempre del 2009, e poi un articolo che si occupa del tema di cui oggi ci parlerà, Reconciling the Public Health with Investor Rights, The Case of Tobacco, che è uscito appunto nel volume curato da Francioni e Dupuy e Petersman, Human Rights in International Investment Law. Oggi il suo intervento è su Global Health Governance at Grossport, Tobacco Control in International Economic Law. Dovendo scegliere in quale lingua farlo, ci siamo posti il problema dell'italiano, essendo una giovane ricercatrice italiana, o dell'inglese. E io mi assumo la responsabilità di averle detto che preferivo che facesse questo intervento in inglese, perché è nato da una ricerca svolta all'estero su materiale inglese, pensata in inglese, e secondo me tradurre una ricerca che è stata pensata in un'altra lingua in italiano è un peccato. E quindi desideravo anche invitare uno sforzo inutile, tanto tutti voi certamente comprendete la lingua inglese come comprendete la lingua francese. Quindi è un grande piacere avere con noi Valentina che ci parla di Global Health Governance. Thank you very much for this kind here? introduction. Yes, if you want to take a seat so that you can enjoy the presentation as well.
Good morning, ladies and gentlemen. Buongiorno, signore e signori. Bonjour à tous. This morning, I will opt for English, contributing to the cultural diversity of our intense program today. The topic of my presentation draws upon my doctoral thesis. Yes, can you hear me? Yeah? Okay. But of course, there have been many development, very recent development. And so the program for today is to define what is tobacco control and its interplay, very problematic interplay with international economic governance. And we shall be looking at the case law, investor-state arbitrations, and the WTO case law. In particular, I will focus on some conflict areas, focusing on the protection of trademarks, of intellectual property, and the principle of non-discrimination. But of course, there may be other conflict areas as well, such as, for instance, the definition of technical barriers to trade, and so on and so forth. So for the sake of time limits, of course, I decided to opt on these two different issues. We shall be discussing some policy option, and we shall draw some preliminary conclusions. With regard to tobacco control is a public health priority, as 5 million people die every year because of tobacco-related illnesses. At the international law level, there is, of course, the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control that was signed in 2003 and entered into force in 2005. The main goal of this convention is to promote the reduction of demand and supply of tobacco products. It's a framework convention, and it is destined to be complemented by protocols with more specific obligations. It has 173 signatories, so this means that it is successful in a sense. However, as we shall see during the presentation, not all the signatories have also ratified the convention, and this of course entails that they are not bound by its provision. However, as we shall see in the presentation, arguments based on this instrument are increasingly being made, even by those states that have signed but not ratified these instruments. And of course, this raises questions of fragmentation or unity in international law, to draw upon previous presentation. Now, focusing on the first area of conflict, that is trademark protection. If we consider the interplay between public health and trademark protection, the orthodox view is that there is a positive synergy between trademark protection and public health. This is because the main functions of trademarks include the indication of origin, the indication of the producer of a certain product, and then the indication of quality. When the consumer buys a certain product, he or she assumes that a certain product has a certain quality because it comes from a certain producer. And finally, of course, trademarks, the reputation associated with trademarks also have an economic value. So by producing good products, producers also build a reputation that has an economic value on the market. So we see that the orthodox view, the main view, is that by protecting trademarks, we also protect public health against the commercialization of counterfeit goods that may not have the same quality, that may contain unhealthy components, and so on and so forth. However, building on Professor Louise Fabry's presentation, she mentioned the excessive emphasis on property in the protection of intellectual property rights. We see that trademarks are extensively protected
at the international law level, not only by the Paris Convention, but also by the TRIPS agreement, the trade-related aspects of intellectual property rights, and also by bilateral investment treaties that provide for TRIPS Plus. This extensive protection of trademarks, of course, may be positive for public health, but paradoxically, it may also affect public health. So the argument is that an excessive protection of trademarks can affect public health, determining certain paradox. And today we shall examine together this paradox. This is a pending conflict. So it's not a dispute so far, but it's a very recent issue that has been discussed a couple of weeks ago before the TRIPS Council. So there was this meeting, and during this meeting, the Dominican Republic raised the issue of whether measures adopted by Australia concerning tobacco control could be deemed to be infringing the TRIPS agreement, trademark protection. What was at stake was plain packaging. As you can see from the pictures, traditionally, when consumers buy tobacco products, they have fancy packages with the use of certain colors, even certain symbols, images, and these packages can look like glamorous products. They have a sort of reputation. Now, Australia, in order to protect public health and reducing the consumption, the attractiveness of tobacco product, aims to introduce a new legislation imposing plain packaging. What is plain packaging? You see on the left this proposed format, according to which the brand name would appear in exactly the same format, so there wouldn't be the possibility to distinguish the style sheet of the brand name. There wouldn't be pictures, no logo, but health warnings, prominent health warnings. And Australia is even going beyond this standard because it plans to introduce visual health warnings. Visual health warnings are different from the health warnings that we see right here because they include shocking images, images that are very much repulsive, really something that can upset the consumer. Now, Australia, fearing that these measures could raise international investment disputes, is providing no investor-state arbitration clause in investment treaties to prevent the possibility that major tobacco companies could exploit this mechanism to challenge these measures in investor-state arbitrations. But, of course, we shall see whether a dispute arises at the WTO level. With regard to another state that has not taken such an approach with regard to its investment treaties, so this country is including investor-state arbitration in its bilateral investment treaty, we see that the situation is very much different. In the case Philip Morris versus Uruguay, Uruguay is facing an investment treaty dispute brought by a major tobacco company because of tobacco control measures. You see in the picture that this is very shocking, so you can see that it's really disgusting. Uruguay has taken this strong approach to limit the consumption of tobacco products, and it's including these pictorial warnings in all tobacco packets. And 80% of the surface of the tobacco package is dedicated to these shocking health warnings. And of course there are many others, even more shocking than this, that are targeting specific layers of the population. So there are certain advertisements that are destined to certain part of the population, others to others. Of course, the major tobacco company challenged this measure, claiming that this was against bilateral investment treaties provision, and in particular, these measures were unreasonable, were violating fair and equitable treatment, and in particular, they also amounted to indirect expropriation because the trademark was taken away. The trademark was annihilated.
So the case is pending, so we don't know how it will be settled. What is interesting to mention is that the bilateral investment treaty that is the applicable law here is the Switzerland-Uruguay bilateral investment treaty. Both states have signed the framework convention on tobacco control, but Switzerland has not ratified it. So we shall see how the case will be settled. Later on, we shall be looking at the specific provisions of the Framework Convention on Tobacco Control. Now, I would like to mention the other conflict area that we shall analyze together today. That is non-discrimination. Of course, non-discrimination is a pillar of contemporary international economic law, be it international investment law, be it international trade law. The risk is that with the stated purpose of adopting public health measures, states may be tempted to adopt protectionist measures to promote national industry, national tobacco industry against multinational corporation investing in tobacco products. Now, a very recent pending case that should be decided at the end of this June is the famous case involving Indonesia against the United States. This promises to be a fundamental case, a landmark case. What was at stake was a US measure which banned clove cigarettes. Clove cigarettes are cigarettes ai chiodi di garofano. And these cigarettes are particularly appealing to youngsters because they are particularly sweet, and I was told that they look like eating a sweet instead of smoking a cigarette. So youngsters are particularly attracted by this kind of cigarettes, and the United States decided to ban all these cigarettes. However, it didn't ban menthol cigarettes. So what happened was that clove cigarettes come from Indonesia. So Indonesia is the main producers of clove cigarettes, while menthol cigarettes are produced in the United States. Indonesia is claiming that clove cigarettes and menthol cigarettes are like products. So there is no need to discriminate among these products. And so if the United States bans clove cigarettes, it should be banning menthol cigarettes as well. So as it stands, the measure looks like discriminatory. So this is the argument brought by Indonesia, that is a violation of GATT Article 3.4. The United States is replying that with very complex argument. To make a long story short, of course, all the documents are publicly available, so if you want to read the submission, it's very interesting. It's arguing that clove cigarettes are trainer products in the sense that they are very common among young people, but later on, adults opt for different types of cigarettes. So although in absolute terms other types of cigarette and even menthol cigarettes are more consumed, clove cigarettes have a sort of training issue. So for that reason, that specific reason, the US is adopting this measure. But this is not the only case dealing with discrimination. Here I mentioned the Thailand cigarette case. This is very old, very well known. More recently, there has been another dispute concerning Thailand, concerning non-discrimination, a case that was brought by the Philippines. So in this earlier case, Thailand was blocking the importation of foreign tobacco products, claiming that these products were more dangerous to health rather than domestic products. This argument was not bought by the panel. This is a very old case. And these measures were deemed not to be related to, justified by Article 20b. However, the most recent case, discussed discrimination. Yeah. So,
Another dispute involving discrimination, to make this parallel between international dispute settlement at the WTO level and investor-state arbitration, we see that in the Grand River case, what was at stake was the production of tobacco products by indigenous people, the Seneca, that is a tribe living in Canada. They were exporting their products to the United States and were complaining that tobacco measures adopted by the United States by imposing taxes were discriminating because they were having a huge impact on their exports. They were a small company vis-à-vis major tobacco companies. Again, the arbitral tribunal, to mention the progress mentioned by Professor Francioni, discrimination was not found in this case because the measure was adopted uniformly, not only vis-à-vis foreigners, but also vis-à-vis national investors. Now, with regard to the policy options, I have tried to explore the possibility to have negotiations, but in this specific context, negotiations are not to be deemed a perfect solution because, of course, of power politics and imbalances. So I have some examples in my paper. If you are interested, I will be glad to distribute it. So negotiation does not seem to be a good option. Other options, of course, are interpretation and legal drafting. With regard to interpretation, very shortly, Article 31 of the Vienna Convention provides for a general rule of interpretation. Here I have applied this general rule to this specific case with regard to trademark protection. If one looks at the textual interpretation, we see that the TRIPS agreement provides for flexibilities. Article 20 provides that trademarks should not be unjustifiably unencumbered by special requirements. But again, what is justifiable here? There are also exceptions. If one looks at the context, there is a Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which provides for certain principles, and these were mentioned by Professor Boschiero. Article 8 of the TRIPS Agreement also provides for general principles that are applicable and provides for balance between intellectual property rights and other values. With regard to teleological interpretation, of course, trademarks are not absolute rights, but need to be balanced with other interests. So, to conclude, of course, a systemic interpretation, what is very interesting from the dispute that we have mentioned is that even the United States, that has not ratified the Framework Convention on Tobacco Control, is expressly making reference to this instrument in its submissions. So we see that there is a cross-pollination somehow, so there is an increasing consideration of non-trade values in dispute settlement mechanism, and one has to hope that even the WTO dispute settlement mechanism will show a certain progressive approach to this very issue. So to conclude, at the substantive level, of course, I agree with Professor Francioni, we should try to build a sort of unity in international law. We should try to have this holistic approach by means of interpretation, making use of the flexibilities that already exist, as Professor Petersman has pointed out, with regard to traditional means of treaty interpretation. At the procedural level, of course, this would be very interesting to explore this specific mechanism. Of course, we don't have time, but just brief mentioning of amicus curiae, public hearings, and consistency patterns among adjudicators will be very advisable mechanism. So with regard to the question of this presentation, whether we do have unity or fragmentation, of course, coherence is possible and desirable. Thank you very much. Ringrazio moltissimo Valentina Vadi per la impressionante relazione. Da fumatrice mi chiedo, Valentina, se veramente pensi che il packaging sia un problema sufficiente per scoraggiare i rischi alla salute. Certo, c'era una fotografia impressionante con le sigarette al posto dei denti, che in effetti forse potrebbe in qualche misura portare a un ripensamento, ma purtroppo il problema, al di là del packaging, è che una volta che si stabilisce la tossicodipendenza va trattato come un problema di tossicodipendenza.
Comunque, grazie mille per questo intervento